Bonjour les terriens et bienvenue dans ce 42e épisode du Journal de l'espace. Je suis Quentin et comme d'habitude, je vous résume l'actualité spatiale de la semaine. Savez-vous qu'il sera bientôt possible pour vous et moi d'aller faire un tour dans l'espace ? Aujourd'hui, je vous présente un nouveau venu dans le monde du tourisme spatial avec son étrange plateforme volante. Nous irons ensuite sur la Station Spatiale Internationale pour parler des toilettes les plus chères du monde, et enfin, dans les brèves spatiales de la semaine, nous irons faire un tour sur Mars avec Persévérance, ferons une sortie dans l'espace avec les astronautes de l'ISS, et terminerons le voyage autour de la Lune avec Gateway. Avant de commencer, je vous remercie encore pour votre fidélité, et pour les nouveaux, n'oubliez pas de s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez c'est parti, je vous souhaite un bon journal de l'espace. Et on commence avec une nouvelle entreprise qui nous propose de voyager dans la stratosphère. Avec le vol spatial habité réalisé le mois dernier pour la première fois par une entreprise privée, le tourisme spatial est aujourd'hui en pleine effervescence et les projets sont nombreux et arrivent bien plus vite qu'on ne pourrait le penser. Une nouvelle société dans ce domaine, appelée Space Perspective, commence d'ailleurs à faire parler d'elle et cherche à se faire une place entre les mastodontes que sont Blue Origin, SpaceX et Virgin Galactic, que nous verrons plus tard dans ce sujet. Space Perspective, une start-up américaine, veut envoyer des touristes à la limite de la stratosphère à bord de son vaisseau baptisé Neptune. Cet appareil, malgré son nom de dieu romain, n'a aucun lien avec les océans puisqu'il nous enverra à 30 000 mètres dans les airs, soit près de 3 fois plus haut que les avions de ligne conventionnels. Même si cette altitude a de quoi laisser rêveur, il est tout de même important de rappeler que nous sommes encore bien loin de l'espace au sens propre du terme. En effet, on considère aujourd'hui que l'on se trouve dans l'espace au niveau de la ligne de Kármán à l'altitude de 100 km. Space Perspective ne propose alors pas un vol dans l'espace, mais tout de même un vol stratosphérique là où il ne reste déjà quasiment plus d'atmosphère, où le bleu du ciel s'est transformé en noir spatial et où la courbure de la Terre est nettement visible. Neptune est conçu pour embarquer 8 passagers en plus du pilote pour un voyage d'environ 6 heures à l'aide d'une nacelle soulevée par un ballon aussi large qu'un terrain de football. Les touristes pourront alors profiter, une fois à 30 km d'altitude, d'une vue imprenable sur notre planète. Le fondateur de Space Perspective, Taber MacCallum, souhaite avec ce voyage de permettre aux gens de découvrir la perspective inspirante de notre planète depuis l'espace pour le bien de tous. Car même si Neptune a été principalement conçu pour un usage touristique, la recherche scientifique et l'éducation sont également au cœur de la mission, et le vaisseau embarquera aussi plusieurs appareils à usage scientifique. Ceux-ci seront d'ailleurs exploités dès le premier vol d'essai sans équipage prévu au début de l'année prochaine. Le vaisseau pourra notamment être utilisé pour mener des recherches dans le domaine du climat et l'étude des systèmes atmosphériques terrestres, mais aussi en astrophysique et en biologie pour mieux cerner les limites de la vie sur notre planète et au-delà. Le voyage à bord de Neptune promet d'être assez spectaculaire, mais ne sera bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, pas à la portée de tout le monde. Le prix du billet n'a pas encore été officiellement annoncé, mais devrait être proche de 60 000 €. Alors oui, c'est une somme, mais cela reste tout de même 4 fois moins cher que l'expérience que va proposer l'entreprise Virgin Galactic, qui promet quant à elle de nous envoyer dans l'espace pour un vol dit suborbital. Un vol suborbital, c'est tout simplement un vol dans l'espace dont la vitesse reste trop faible pour que le vaisseau se maintienne en orbite autour de notre planète, l'appareil retombant alors rapidement vers la terre ferme. La semaine dernière, le 25 juin, c'était d'ailleurs pour l'entreprise Virgin Galactic l'occasion de réaliser son deuxième vol d'essai depuis une base spatiale au Nouveau-Mexique, où le vaisseau appelé Spaceship Two a cette fois uniquement réalisé un vol plané, moteur éteint, pour tester ses capacités. À terme, l'appareil, qui pourra bientôt accueillir 3 touristes en plus des pilotes, sera d'abord lâché d'un avion à haute altitude autour de 15 km, et va ensuite allumer son réacteur pour monter dans l'espace à un peu plus de 80 km de haut. Bon, je vous parlais tout à l'heure de la ligne de Kármán à 100 km d'altitude qui est la limite de l'espace acceptée par la Fédération Aéronautique Internationale. Mais pour l'entreprise Virgin Galactic, l'US Space Force et une partie de la NASA, cette limite est atteinte à 80 km d'altitude seulement, pour des raisons à la fois scientifiques mais aussi diplomatiques, à cause de la hauteur parfois très basse de certains satellites militaires. Cela arrange bien les affaires de Virgin Galactic qui peut ainsi proposer des vols dans l'espace pour les 600 réservations qu'elle a déjà enregistrées à 250 000 $ la place. L'entreprise Blue Origin de Jeff Bezos met quant à elle tout le monde d'accord avec sa fusée New Shepard qui a été testée la dernière fois le 11 décembre 2019 et a amené sa capsule destinée au tourisme spatial l'année prochaine à une hauteur de 105 km. Le vol était lui aussi suborbital comme le Spaceship Two de Virgin Galactic, mais tiré directement depuis le sol par un lanceur de fusée qui est d'ailleurs capable de revenir se poser pour de futures réutilisations.
Et puisque l'on parle de réutilisation dans le domaine du tourisme spatial, SpaceX prévoit lui aussi d'envoyer de riches amateurs dans l'espace à des distances bien plus importantes. Au mois de mars, l'entreprise d'Elon Musk avait annoncé vouloir envoyer en orbite plusieurs hommes et femmes plus loin qu'aucun touriste n'est déjà allé pour un voyage de 2 à 5 jours dans l'espace à bord de sa capsule Crew Dragon, la même qui a envoyé Bob Behnken et Doug Hurley sur l'ISS le 30 mai dernier. À partir de 2021, SpaceX devrait aussi transporter 3 astronautes amateurs vers l'ISS qui partageront alors la station avec les astronautes professionnels pour la modique somme de 55 millions de dollars le siège. Plus tard, en 2024, l'entreprise d'Elon Musk fera aussi le taxi vers la future station spatiale d'Axiom Space. Nous avons d'ailleurs appris le 26 juin dernier que cette station spatiale privée, dont je parlais dans le 21e journal de l'espace, avait choisi l'entreprise française Thales Alenia Space pour réaliser les 2 premiers modules de cette station. Celle-ci sera d'abord rattachée à l'ISS, puis deviendra à terme une station spatiale privée complètement autonome, la première de toutes, et dont une bonne part sera rentabilisée grâce au tourisme spatial. Partons maintenant sur l'ISS pour parler des toilettes les plus chères du monde. L'ISS, notre station spatiale internationale, est l'un des laboratoires les plus avancés jamais réalisés par l'homme, mais cette station est loin d'être équipée de toutes les commodités pour le confort des astronautes qui y résident. En effet, les toilettes actuelles ne sont pas des plus pratiques et tombent régulièrement en panne. La NASA n'avait jusque-là pas pris la peine de se pencher sur ce besoin pourtant naturel dès les débuts de la conquête spatiale, et a donc décidé il y a 6 ans de se lancer dans la conception d'un nouveau toilette spatial avec toutes les commodités imposées par la microgravité. Il faut savoir que les WC actuels de l'ISS sont difficiles d'accès avec un réservoir caché derrière une cloison, qui rend par conséquent les réparations difficiles aux astronautes. Mais surtout, le système actuel ne répond pas aux besoins des femmes membres d'équipage pour une simple raison anatomique. Ainsi, la nouvelle version de ce toilette, appelée Système universel de gestion des déchets, est composée d'un cylindre blanc compact qui partage de nombreuses fonctionnalités avec le précédent système de toilette de la station. Comme l'expliquait Melissa McKinley, qui dirige l'équipe de la NASA sur le Système universel de gestion des déchets, le système a été conçu pour améliorer l'expérience des équipages féminins. Changer cette conception de l'interface des toilettes est un moyen relativement simple d'améliorer la santé d'un astronaute ainsi que son confort. D'ailleurs, pour la petite anecdote, puisque les économies de ressources sont indispensables dans l'espace, saviez-vous que l'urine des astronautes est recyclée sur l'ISS afin d'être renvoyée dans le système d'alimentation en eau de la station ? Il s'agira ici des toilettes les plus chères au monde puisque la NASA a déboursé plus de 23 millions de dollars pour ce nouveau système. Il devrait être livré à la station spatiale dans une capsule cargo Cygnus de l'entreprise Northrop Grumman en septembre cette année, et sera d'ailleurs testé pendant 3 ans puisque ce nouveau système de toilettes de l'espace pourrait très bien être reproduit sur de futurs vaisseaux spatiaux habités. Ainsi, à court terme, il sera installé sur Orion, la capsule qui transportera les astronautes de la NASA vers la Lune en 2024. D'ailleurs à ce sujet, et puisque nous parlions du confort psychologique des astronautes pour les séjours de longue durée sur la Lune dans le 37e journal de l'espace, la NASA, qui souhaite que le confort de ses astronautes soit pris en compte, lance un appel à idées pour équiper son prochain alunisseur d'un nouveau WC, pour la Lune cette fois, qui devra répondre à un cahier des charges exigeant. 3 prix seront décernés pour l'occasion d'une valeur de 35 000 $ pour le meilleur toilette de l'espace. Passons maintenant en brève spatiale pour rester au courant de tout ce qu'il se passe dans l'espace. Le compte à rebours est lancé, et pourtant la date de décollage du rover Perseverance, qui était initialement prévue le 17 juillet, ne cesse d'être repoussée par la NASA, et n'aura pas lieu au moins avant le 30 juillet prochain à cause de quelques soucis techniques de dernière minute qui doivent être corrigés. Le problème, c'est que la fenêtre de tir vers la planète Mars n'attend pas et suit un calendrier très strict qui n'est pas extensible. On ne peut en effet lancer une fusée vers Mars qu'une fois pendant quelques semaines, tous les 26 mois. Il faudra donc absolument lancer Perseverance avant le 15 août, sinon le rover sera coincé sur Terre jusqu'en 2022. Pour rappel, Perseverance est le rover de la NASA qui a pour but d'explorer Mars afin de découvrir si de la vie a existé sur cette planète lorsque cette dernière était bien plus hospitalière qu'aujourd'hui. Perseverance atterrira dans une région jugée favorable à l'apparition de la vie, qui est le cratère de Jezero. Cet endroit fut très probablement un lac de 500 mètres de profondeur ouvrant sur un réseau de rivières il y a de cela 3,5 milliards d'années. Et quel meilleur endroit qu'un lac pour y trouver de la vie, dont les preuves sont peut-être préservées dans les dépôts de boue et de sable au fond de ce dernier. Des chercheurs ont d'ailleurs identifié il y a quelques mois des gisements de carbonate le long du bord intérieur du cratère Jezero. Peut-être des signes d'une vie microbienne passée.
Revenons maintenant autour de la Terre, où le vendredi 26 juin 2020, Chris Cassidy et Robert Behnken, deux des 5 astronautes actuellement à bord de la Station Spatiale Internationale, ont réalisé une sortie extravéhiculaire de près de 6 heures dans l'espace. Cette sortie s'inscrit dans l'une des 4 prévues pour achever un travail consistant à remplacer 48 batteries vieillissantes du système d'énergie solaire du laboratoire par 24 nouvelles batteries ion lithium plus performantes. Ce remplacement est un projet de longue haleine puisqu'il a débuté en janvier 2017 et doit prendre fin selon les prévisions le mois prochain. Durant cette sortie, un léger imprévu est survenu où Chris Cassidy, pourtant vétéran des sorties extravéhiculaires puisque c'était la 7ème fois qu'il marchait dans l'espace, a perdu un petit miroir fixé au poignet gauche. Pour la petite anecdote, la perte des outils au cours d'une sortie extravéhiculaire est l'une des plus grandes craintes et obsessions des astronautes. Il faut savoir que ces petits miroirs sont utilisés afin de permettre la lecture des inscriptions des combinaisons spatiales qui ne peuvent être vues directement pendant une sortie. Cet objet a glissé par inadvertance alors qu'il sortait du sas de la station et a dérivé dans l'espace à une vitesse d'environ 1 km/h par rapport à l'ISS. Mais puisque la station se déplace dans l'espace à la vitesse vertigineuse de 27 600 km/h, c'est un débris de plus qui orbite à présent la Terre à cette vitesse et qui rejoint les millions d'autres qui s'accumulent depuis plusieurs décennies. Heureusement, à cette altitude de 400 km, une infime fraction de l'atmosphère est toujours présente et ralentit, très lentement mais progressivement, tout objet qui s'y trouve en orbite. On peut donc espérer un nettoyage naturel de l'orbite terrestre basse au fil des années et des décennies qui passent. Du côté de la Lune maintenant, la petite station Gateway voulue par la NASA qui permettra à des astronautes de séjourner en orbite autour de la Lune aura elle aussi son propre bras robotisé géant. Celui-ci, appelé Canadarm3, sera fourni par l'entreprise canadienne MDA qui avait déjà conçu le système Canadarm à bord des navettes spatiales, et le bras Canadarm2 et Dextre qui sont actuellement en service sur la Station Spatiale Internationale. Canadarm3 sera cette fois composé de 2 bras robotiques intelligents, dont un long de plus de 9 mètres qui sera utilisé pour les réparations, les sorties dans l'espace et l'amarrage des cargos, et un plus petit destiné aux tâches de maintenance plus complexes. Ce système robotisé, grâce au progrès de l'intelligence artificielle, pourra assurer sa maintenance et réparer lui-même certaines pannes préalablement définies. En effet, la station Gateway ne sera pas toujours habitée, et à 400 000 km de la Terre, l'appareil sera un atout très utile pour aider à maintenir la station en état. Sa livraison n'est cependant pas encore définie, et dépendra de la mise en service de Gateway qui a été repoussée après 2024. Et nous arrivons à la fin de ce journal de l'espace. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour laisser un commentaire, un pouce bleu et un partage de la vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur Tipeee ou Utip et à regarder quelques pubs pour soutenir le journal de l'espace. Merci d'ailleurs à tous mes généreux donateurs. Comme d'habitude, je vous retrouve vendredi prochain. En attendant, prenez soin de vous. Salut les terriens!